Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui se nomme « Comment arrêter toutes ces violences ?» Alors que sous nos yeux stupéfaits, la folie des hommes semble s'accentuer, alors que nous constatons complètement interloqués que le monde se déchire encore avec toujours plus d'atrocités, il me semble ici nécessaire de réitérer à nouveau un appel à l'unité et d'alerter encore sur la nécessité de faire la paix en chacun de nous, puisque la paix mondiale dépend de la qualité de notre paix individuelle intérieure. En ce mois d'octobre, nous constatons toutes ces terribles souffrances que l'humanité s'inflige à elle-même. Toutes ces souffrances ne font que rajouter de la violence dans l'énergie de ce qu'on appelle le monde, et comme on attire ce que l'on aimait, eh bien je vous laisse imaginer la suite. Parce que l'avenir se crée dans la façon dont chaque citoyen de la Terre reçoit les situations vécues dans son état d'être du moment. Ainsi, pour chacun, la manière de vivre l'expérience actuelle détermine quelle sera la suivante. La vengeance, la souffrance et toutes les formes de violence sont étrangères au domaine de l'amour qui irrigue pourtant chacun de nous dans le mouvement de vie qui nous anime. Ainsi, au moment où je vous parle, plus que jamais, il est vital de transformer la haine en amour, de transformer la peur en paix. Aussi, je vous exhorte à mettre l'amour en action dans tous les registres de la vie, c'est-à-dire à répandre la paix et l'harmonie tout autour de vous. Car ce n'est pas en rajoutant de l'inquiétude ou de la peur qui arrangera les choses. Je vous demande donc de faire la paix en vous et d'envoyer la lumière de l'amour sur l'humanité en souffrance. Vous trouverez aussi sur cette chaîne une méditation d'activation de la paix. Et puis, si le cœur vous en dit, nous pourrons nous retrouver en région pour unir nos énergies dans des cercles de paix que nous pourrons réunir en réseau, comme des sortes d'antennes émettrices de cohérence et d'harmonie pour tous les êtres. Vous le savez sans doute, j'ai déjà évoqué cette urgence d'aimer pour toute l'humanité dans 2 vidéos consacrées au processus d'éveil de l'humanité. L'une, décrivant l'état du monde comme issu d'un dérèglement égotique, l'autre expliquant la nécessité d'un sursaut d'amour par un bond de conscience, par un saut quantique en quelque sorte. Je vous invite bien évidemment à les visionner. Mais aujourd'hui, je vais donc aller à l'essentiel, tant la situation planétaire est préoccupante. Mais d'abord, il nous faut bien saisir pourquoi et comment ces violences existent pour ensuite mieux comprendre comment les endiguer. Car ces violences détériorent tous les liens permettant le vivre ensemble au sein de nos sociétés sinistres et sinistrées, puisqu'elles tournent le dos au mouvement de vie. Et puis, à la tournure des événements restant à venir, tels qu'on peut la pressentir, mais clairement en péril l'avenir de l'humanité. Pour moi, se battre pour un territoire en tant que citoyen de la Terre, c'est d'une absurdité sans nom. Alors de l'humanité endolorie, meurtrie, on ne peut donc attendre qu'un sursaut. Et pourquoi pas provoquer ou même accompagner ce bond de conscience. Mais comment en
nous arriver là. Alors pour le comprendre, commençons par le commencement. Il faut déjà admettre que nous sommes tous reliés, comme le démontrent les nouvelles sciences. En fait, nous sommes vraiment l'expression matérialisée d'un esprit universel qui nous anime. Ainsi, chaque individu possède en lui cette étincelle qui lui confère cette appétence vers l'infini, car chacun de nous est l'expression de la source de vie. Mais la matérialité de l'incarnation, à travers le senti, fait que, par réflexe, nous recherchons à l'extérieur la complétude, qui pourtant nous appelle au cœur de notre essence. Cela veut donc dire que nous sommes tous issus de la même énergie, de la même intelligence créatrice non manifestée, ayant engendré l'univers manifesté depuis la naissance de l'espace-temps. Alors à cette époque, aux frontières du temps, toutes les particules qui déploieront bientôt l'univers se tenaient unifiées dans une sphère minuscule, de la tête d'une épingle. D'où l'origine de l'intrication quantique. Ainsi, dans cet univers interconnecté par le vide quantique, où nous jouons un rôle participatif, ce que nous appelons moi n'est qu'un fragment d'énergie qui fonctionne comme un émetteur-récepteur d'informations. Donc nous sommes partie prenante du processus universel, puisque nous sommes en conscience, ce même processus ayant engendré la vie avec le désir d'être. Pour la source, c'est un moyen de s'expérimenter et de se reconnaître dans l'unité que peut vivre chacun de nous lorsqu'il s'est libéré de l'illusion de l'ego. Mais dans ce voyage vers la matière, les parcelles d'esprit que nous sommes oublient leur vraie nature, celle de l'unité. De fait, quand nous sommes plongés dans la dualité, cette illusion de la séparation, nous ressentons une sorte d'incomplétude et puis la douce nostalgie d'un contentement absolu. C'est bien évidemment le jeu de la vie que de nous inciter à rechercher la complétude perdue à l'intérieur de nous, après l'avoir cherchée en vain à l'extérieur. Cela permet l'éclosion de la diversité à travers l'éventail infini des expériences humaines. Mais l'humanité, en quelque sorte, s'est pris les pieds dans le tapis du jeu et ne sait plus sortir du cadre pour se mettre hors jeu. Difficile alors de trouver le refuge de l'amour, celui du « je suis », pourtant au cœur même de chacun d'entre nous. Alors pourquoi ? Eh bien, le mental s'est pris au jeu, et avec frénésie en plus, de génération en génération, la sphère de l'intellect s'est mise en quête d'une satisfaction, d'un bien-être, d'un contentement, mais à l'extérieur de soi. En vain, bien évidemment, car tout ce qui est éphémère, transitoire, relatif, n'est pas du domaine de l'absolu et n'apporte qu'un répit fugace aux compulsions désaccordées du chercheur effréné. En soi, le mental n'est qu'un outil et ne pose aucun problème pour celui qui vit dans la conscience d'être. Mais sinon, quand le mental se met au service d'une entité fictive, l'ego, qui souhaite survivre, cela amplifie la division. Car la pensée dissèque tout ce qui est perçu. L'analyse est une division de ce qui est. Et qui dit divise, dit violence. Ainsi, au lieu que l'attention soit pleinement ouverte à 360 degrés, dans l'accueil de l'inconnu, dans l'accueil de ce que la vie nous offre, eh bien l'ego divise le monde en portant son attention sur un segment particulier du perçu, sur
une zone restreinte du champ perceptif, comme un sillon trop profond, obscurcissant notre écoute intérieure et que l'on suit machinalement, mécaniquement et inconsciemment bien souvent. Alors bien sûr, la peur racine, celle de ne plus exister, est à l'origine de la constitution de l'ego, puisque l'éveil est un abandon total, une reddition infinie, dans une confiance absolue avec la vie. Mais l'ego prend son élan sur le tremplin de l'illusion de la séparation. Et plus il se pense et se ressent comme séparé, plus il génère de la séparation. Et plus il pense le monde comme étant séparé, plus il génère de la séparation. Dès lors, avec nos frontières intérieures, on engendre les frontières extérieures, d'où friction et conflit entre les deux. Le paradoxe, c'est qu'en même temps, l'ego a peur des autres, mais qu'il a aussi besoin des autres dans sa recherche d'amour. Ainsi, la plupart des individus sont des mendiants de l'amour à travers de multiples stratégies de survie, afin de tenter d'exister dans les yeux des autres, soit à travers de la reconnaissance que l'on n'ose pas se donner et que l'on sollicite alors chez l'autre, car on se croit imparfait, soit même à travers de leurs remarques ou même de leurs reproches. Car pour se sentir exister, tout vaut mieux que de l'indifférence. Mais quand l'amour est transaction, il est intéressé, il est conditionnel, et il ne se déploie qu'à l'intérieur des remparts individuels et protecteurs bien cloisonnés. De fait, quand on a des frontières, celle de sa personne isolée ou celle des nations désunies, eh bien, on les défend. On défend son identité. Une identité pourtant fictive, mais défendue souvent avec violence. En fait, pour beaucoup de nos concitoyens, l'identité est ce qui fonde leur personnalité. Une personnalité de survie, bien sûr, un masque, l'ego. L'identité, c'est un amoncellement de concepts imaginés. Et celui qui défend l'identité est le même qui, compulsivement, cherche à accumuler, à posséder les attributs qu'il confère à son image. De cette appropriation, nous conjuguons les pronoms possessifs du style « les miens »,« les nôtres », etc. Ainsi, on possède pour tenter de vaincre l'illusion de la séparation. Et on invente le capitalisme avec son économie si violente. Il est légitime pour le corps d'avoir des besoins vitaux. Par contre, les besoins psychologiques, eux, sont pathologiques quand ils deviennent dépendance. Alors on accumule jusqu'à l'indigestion. C'est notamment le mythe de la richesse procurant le bonheur. Et dans cette vaine recherche effrénée du bonheur, nous constatons que l'excroissance psychique est une infraction de la conscience. Celle-ci se suffisant elle-même, puisque sans possession. Alors, comme disait John Lennon, nous pourrions imaginer un monde sans possession et faire de cette utopie une réalité. La possession est une façon de remplir la vacuité pourtant si pleine de notre être que l'on ose investiguer. Je veux parler de la conscience inconditionnée. On accapare pour se sécuriser. Et comme chaque individu est un fragment de la société divisée, celle-ci s'est donc érigée sur un archétype de prédation, sur un paradigme, celui de la séparation. Pour la plupart des individus, l'identité, c'est un assemblage de croyances, de conditionnements, de pensées, issues des mémoires de l'humanité.
et que nous devons recycler. Également d'informations fragmentaires ou erronées que nous avons crues, voire de jugements à l'emporte-pièce, ou même d'idées reçues qui ne sont pas toutes bonnes à prendre, bref, d'opinions qui ne sont pas nôtres, voire même des fake news, bref, de réactions diverses auxquelles on réagit aussi. En fait, ce sont des points de vue opposés qui s'affrontent pour tenter d'avoir raison. Un peu comme les commentaires sur les commentaires des réseaux sociaux. Cette défense de points de vue qui exaspère entre eux devient virale et contribue malheureusement de faire de certains réseaux sociaux des réseaux asociaux et même des réseaux de la colère, serais-je tenté de dire. De plus, certains médias creusent encore les différences et mettent en avant les divisions, les clivages, au lieu de réunir les dénominateurs communs existants entre les individus. Alors, de fait, on amplifie la séparation et on va contre le vent de la vie. Le vent de la vie qui, lui, bien sûr, va vers l'unité et donc combattu. De plus, de génération en génération, les gens se sont laissés créer par ceux qui les ont précédés, en prenant pour vérité ce qui leur a été transmis. Ils ont donc créé leurs limites. Alors c'est ainsi que certaines traditions dégradantes ou discriminatoires pour la famille humaine continuent à se propager à travers les siècles, et c'est ainsi que les crimes écologiques contre la vie se perpétuent aussi de décennie en décennie. Alors on va me dire, oui, les gens croient toujours bien faire, et pourtant, les gens croient qu'ils sont leur corps, qu'ils sont légaux. Les gens se croient séparés, malgré l'évidence de l'intrication quantique. Dommage, car toute l'expérience humaine découle des croyances fondatrices de la personne. Les gens se disent d'un pays, d'un territoire, d'une tribu, d'une coutume, d'une religion. Les gens s'identifient à leur job, à leur passion, à leur dépendance, mais rarement à ce rien qui est tout. Rarement à ce vide qui est plein. Rarement à l'infinie éternité de la source, la conscience universelle, qui pourtant conspire entre guillemets pour que nous nous reconnaissions en tant qu'accueil inconditionnel, c'est-à-dire en tant qu'amour. Et cette conscience universelle génère l'amour qui est le vent de la vie, un vent qui souffle aussi un vent de liberté dans le cœur de chacun. Alors c'est pourquoi on constate chez nos concitoyens une aspiration croissante vers la liberté. Un besoin de liberté qui socialement, en ce moment, s'exprime par une remise en cause de l'autorité. Mais inexorablement, avec la montée en vibration du processus évolutif, ce désir de liberté un jour sera tel qu'il se transformera en une aspiration vers l'unité pour enfin rendre le pouvoir à la vie à travers un bond de conscience. Comme on l'a vu précédemment, l'humanité n'a pas tiré les leçons du Covid. Il y a donc maintenant toutes ces guerres à la surface de la planète qui sont la honte de la famille humaine. Comme je l'ai dit, l'humanité est en train d'accoucher de sa divinité, mais dans des contractions extrêmement douloureuses et qui sont loin d'être terminées. Il est donc de notre responsabilité d'adoucir l'avenir de l'humanité parce que c'est affligeant de constater que des gens si peu conscients s'offusquent et s'affrontent à propos de leurs propres projections. Ils ne supportent plus du tout les autres, au point de ne plus pouvoir
se supporter. Bien évidemment, le manque de conscience et sa conséquence, l'attention qui papillonne à l'extérieur, est la véritable problématique du monde d'aujourd'hui. La violence commence quand un individu est en lutte contre ses propres interprétations mentales, alors qu'elles ne sont que projetées sur telle ou telle situation. Il est donc aveugle du reflet que la vie lui renvoie. Et il défend son point de vue, son identité, avec la pire des addictions, celle de la pensée. Ainsi, à contrario de Descartes, l'être précède la pensée. Être, c'est donc la vie réelle. Pourtant, tant de gens pensent leur vie et survivent dans l'imaginaire avec cette pensée qui cherche à l'extérieur ce qui pourrait la contenter. Pourtant, depuis le non manifesté, cet élan évolutif, comme une cascade, ruisselle sur toutes les strates de la manifestation. Comme un aiguillon visible, l'intense activité solaire en cours nous le démontre, puisqu'elle a été concomitante avec le début de la pandémie Covid. Cet élan évolutif qui s'accélère en ce moment, c'est bien sûr l'avènement de l'unité dont l'univers veut témoigner. Et comme l'amour est le vent de la vie, toutes les girouettes humaines qui lui résistent engendrent des frictions, des remous réactifs qui reviennent sur l'intégralité de la planète. Ainsi, tout ce qui est caché remonte en ce moment à la surface. Ainsi, à contre-courant du mouvement de vie, l'humeur et le caractère des gens s'en trouvent affectés, d'où ces comportements intolérants, cette montée de l'individualisme chez certains. Il y a donc plus d'agressivité et plus d'intolérance qui dégénère en violence. Bref, tous les conflits extérieurs ne sont que l'expression des conflits intérieurs amalgamés. Alors pour conclure ce premier volet, il me faut encore insister sur le fait que l'identité n'est pas la somme de vos réactions. Non, que votre refus d'accueillir ce qui est tel que c'est est à l'origine des violences du monde. L'identité est une clôture qui vous enferme, qui renforce le paradigme de la séparation et qui vous limite alors que vous êtes l'illimité. Et puis avec la mémoire, la pensée accumule compulsivement tout ce qui vient de l'extérieur. Mais ce qui est dans la mémoire n'est jamais neuf, c'est de l'ancien, c'est du recyclé. La mémoire, c'est du connu, c'est même la chambre d'enregistrement de la pensée et des émotions. Et pour la plupart des gens, la mémoire, c'est la chambre d'écho des réactions qu'ils suivent aveuglément, comme s'ils suivaient d'une boussole erratique, privée d'azimut. Alors, comme des somnambules, ils se dirigent à tâtons dans une vie récurrente et recyclée comme un jour sans fin. Ainsi, pour asseoir son identité sur un socle commun d'une pseudo-civilisation, la pensée déverse dans votre conscience des impressions qui ne sont que les déchets mis au rebut du brouillard mental de nos sociétés en déclin. Alors ces scories embrouillent bien davantage le vivre ensemble que pourtant nous appelons de nos vœux dans la concorde et dans l'unité des nations. Un jour, si l'humanité s'est réenchantée l'effondrement actuellement en cours, au lieu de continuer à s'anéantir, eh bien les peuples de la Terre seront unis et sans frontières dans une gouvernance planétaire reliée au service de la vie, au service du partage et du bien commun. Et si États-Unis il y aura, eh bien ce seront les États-Unis du monde.
pour arriver enfin à cette réalité qui émergera d'une société idéale, mais que certains jugeront utopique, il nous faudra donc arrêter toutes ces violences. Comment ? Eh bien, dans les pays dits développés, il y a cette profusion de biens matériels, cette débauche de surconsommation, ce pillage de la planète au détriment de la vie que nous offensons. Malgré cette opulence, les gens sont inquiets et se précipitent dans les officines pour calmer leur mal de vivre. Les jeunes générations se sentent privées de la joie d'un futur radieux et ils sont en demande d'une autre forme de vivre ensemble. Pourtant, ce qui vous exclut de la plénitude issue de la pure présence, c'est que vous avez fixé sur le monde extérieur les conditions de votre mieux-être, que vous avez laissé votre bonheur dépendre du monde extérieur. Il vous faut prendre la responsabilité de votre bonheur, comme je l'ai déjà indiqué dans une autre vidéo. C'est-à-dire de ne plus laisser votre espace intérieur, cette pure conscience, être dominé par les pensées et les émotions qui, comme des nuages passagers, ne font que passer dans le ciel infini de l'être que vous êtes. Ceci demeure l'accomplissement suprême de chaque être humain. Ainsi, la maîtrise de l'attention est l'une des clés d'éveil. Ainsi, si les sociétés semblent ingouvernables, c'est que la plupart de nos concitoyens ne savent pas se gouverner eux-mêmes, et encore moins se laisser être dans l'unité de la vie qui les soustrait à la paire d'opposés, de l'attraction-répulsion. Alors, puisque vos expériences sont auto-créées, devenez créateurs de vos états intérieurs et inversez le sens de l'influence. C'est donc un renversement total qui vous libérera de l'influence des événements extérieurs, parce que toute expérimentation d'une situation extérieure se crée d'abord à l'intérieur de votre espace conscient. Soyez donc l'architecte responsable de votre demeure intérieure et pratiquez le rappel à soi comme une veille permanente de la conscience enfin consciente d'elle-même, comme si la faculté de percevoir se percevait dans une ouverture intégrale. Pourtant, ce qui est légitimé dans nos sociétés, c'est la recherche de la responsabilité. On cherche qui est responsable de ce qui nous arrive. On dit c'est la faute à qui? Alors, cette attitude est bien évidemment une véritable ineptie parce que dans ce contexte, les gens entrent en guerre contre leur propre projection, contre leur propre interprétation. Ainsi, c'est juste des interprétations qui sont combattues. Et cela me donne le sentiment que la plupart des gens se battent contre eux-mêmes quand ils recherchent la cause. Alors oui, avec un peu de présence, d'observation et de recul sur les objets de perception, on peut prendre la responsabilité de son bonheur. On peut prendre donc la responsabilité de ses états intérieurs. Si on accueille l'expérience du moment qui semble nous déranger, alors l'expérience suivante sera différente. Parce que tout ce qu'on ne peut pas accueillir revient par la suite pour être accueilli, mais avec beaucoup plus de force et même de visibilité émotionnelle. Lorsque vous êtes en mesure de mettre l'amour en action, lorsque votre contentement provient du silence de votre cœur, cette sérénité qui vous inonde vous met spontanément au diapason des êtres et du mouvement de vie. Comme l'instant présent n'a pas de stratégie,
et qu'il est la caresse infinie de l'éternité, spontanément, naturellement, dans votre paix, dans votre joie intérieure, vous manifestez de la bienveillance pour tous les êtres. Cette attitude des plus sages, des plus paisibles, est issue du sentiment d'unité reliant tout le vivant. Rien d'autre n'est nécessaire pour faire advenir un monde harmonieux et apaisé. Ni gendarme derrière chaque citoyen, ni loi censée dissuader les violences de se perpétrer. Et dans cette période si trouble, dans cette voie paraissant sans issue et sans issue de secours, la seule alternative qu'auront un jour les pouvoirs publics ne sachant plus que faire avec des politiques usées sera d'agir sur les causes plutôt que sur les effets, bref, de mettre l'amour en action. Et c'est justement ce que je vous propose dès maintenant avec le programme du même nom. Un programme comme l'itinéraire d'une issue en fuite et se retournant sur lui-même, un changement de sens, une inversion du passage de l'attention. C'est un programme quantique et transpersonnel dédié à la connaissance de soi et au partage de la présence que je dispense bénévolement parce que l'amour, pour moi, est comme une offrande. Mettre l'amour en action contribue dans le cœur de chacun à créer la paix intérieure nécessaire à la paix mondiale. En quelque sorte, c'est ma contribution à l'intérêt collectif, c'est mon service dévotionnel à la vie. Certaines de mes autres vidéos vous informent davantage sur ce programme de formation à la conscience d'être. Il y en a même une autre nommée « Rencontre non duel » qui vous renseignera aussi sur les partages de la présence, des partages que vous pouvez rejoindre. Alors ensemble, nous pourrons explorer la non-dualité. Ensemble, nous pourrons inventer un avenir durable pour toute l'humanité. Ensemble, nous provoquerons des vagues d'amour et de sagesse pour saturer de silence et de paix l'espace collectif du vivre ensemble. De plus, bientôt sur cette chaîne YouTube, je vais créer une nouvelle playlist consacrée à la pratique de la non-dualité et à l'expérimentation de la pure présence. Cela sera totalement expérientiel avec la mise en ligne de techniques et d'exercices destinés à vous libérer du pratiquant et du chercheur spirituel qui sont bien entendu d'autres facettes de l'identité que vous pouvez abandonner dans l'éveil à votre vraie nature. Et dans cet abandon, eh bien, vous reposerez dans l'être sans effort. La vie, alors, vous semblera magique, comme un miracle miraculeux de chaque instant lorsque le vent vous caresse de sa douceur et que vous apercevez des vitraux sacrés dans chaque goutte de rosée déposée sur l'herbe tendre du matin frais. Vous sentirez la sève de vie battre dans le cœur de toute la création à travers laquelle vous serez reliés. Le simple fait de se sentir respirer devient pour vous une grâce qui vous met en auto-extase. L'éveil est donc l'avenir de nos sociétés puériles, en péril. Il est plus que temps de s'aimer les uns les autres. Il est plus que temps de s'aimer à perdre la raison. Il est plus que temps d'engendrer l'unité dans le partage et l'amour des citoyens de la Terre, enfin, sans séparation ni division, et de fait, sans frontières et sans violence. Surtout, n'oubliez pas le rappel à soi. Avec toute votre attention, veillez le plus possible votre espace conscient lorsque vous êtes dans l'activité. Soyez conscient d'être, c'est la pure présence.
et ressentez. Ressentez la vie en vous. Le ressenti, pour moi, c'est la chair de l'âme, cette dernière étant une interface entre les plans supérieurs et la matière. En fin de compte, rien n'existe en dehors de vous, parce que toutes vos expériences se produisent à l'intérieur de votre conscience. Alors, si vous créez en votre sein des expériences internes différentes, les conditions extérieures deviendront elles aussi différentes. C'est en ce sens que nous sommes tous des co-créateurs. Donc, ne laissez surtout pas le résultat que vous attendez dehors prendre plus d'importance que votre pure présence. Ce que vous vivez à l'extérieur est vraiment accessoire et s'expérimente comme la conséquence de votre état intérieur. Alors, il est préférable de faire la planche et de surfer en joie sur l'océan du mouvement de vie au lieu de provoquer des résistances en nageant à contre-courant. J'ajouterai que pour construire un avenir durable pour la famille humaine, nous pourrions tous nous inspirer de la physique quantique qui nous démontre qu'on ne peut plus considérer l'esprit et la matière comme séparés. C'est fini. Ils sont intrinsèquement liés, car l'esprit subjectif produit des changements mesurables dans le monde physique objectif. Alors, au niveau subatomique, l'énergie réagit à notre observation consciente, puis devient de la matière. À quel point notre vie changerait-elle si nous savions contrôler l'effet de l'observateur et ainsi faire s'effondrer des ondes infinies de probabilités pour enfin créer la réalité que nous aurions choisie? Pourrions-nous mieux obtenir la vie que nous désirons? C'est une question et pour moi le secret se trouve dans l'expression « prêter attention » ou en d'autres termes, mettre l'amour en action. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en ce mois d'octobre 2023. Il me reste à vous souhaiter que vous aussi, vous mettiez l'amour en action pour réduire toutes les violences du monde. Merci pour votre écoute et merci de faire connaître cette chaîne tout autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.